Bonsoir. J'ai osé aller un peu plus loin dans mon témoignage de l'enfance. Je me rappelle, j'avais dans les 2 ans et demi. La première fois, je me suis retrouvé dans un foyer qui s'appelait le foyer de la Bazoche, nom de la Membrole. Je me suis retrouvé dans une après-midi grise, je crois, avec des petits comme moi, perdus. Des fois, j'avais mon grand frère avec moi, mais là, il n'était pas là. Parce que lui faisait partie des grands, et moi des petits. Hagard un peu, la manière de regarder ce qui arrive, les bruits, les choses qu'on nous dit, qu'on comprend pas toujours. On est petits, il y a d'autres petits, il y a un peu d'excitation, mais sans plus, c'est plutôt triste. Et je me rappelle, la première nuit dans ce dortoir, après avoir regardé à la télévision, je crois, une émission qui s'appelait Bonne nuit les petits, un nounours qui jouait de la flûte. Puis à un moment, il fallait se coucher. Après, tu sais déshabiller, tu sais toujours pas où t'habites, tu sais toujours pas vraiment ce qui se passe. Et on te dit d'aller te coucher dans ton lit, dans un grand dortoir. Puis à un moment, clac, il n'y a plus de lumière. Silence les enfants, et il faut dormir. En réalité, c'est pas ça que tu entends. C'est ouh, 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 ouh. Là, c'est être seul. Alors, l'imaginaire. T'as commencé à devenir un bon pote l'imaginaire. Mais c'était tellement imaginaire que j'en pissais au lit tous les jours. J'étais au chaud. C'est étonnant ces premiers jours que je redécouvre depuis quelque temps déjà. Je crois que c'est cette période-là où il sent que le sentiment d'abandon, de solitude a été le plus fort pour moi. Ne pas être accepté, arriver dans une famille dysfonctionnelle, c'est peu dire. Mon aîné était déjà solutionné par ma grand-mère, maternelle, mais qui voulait certainement pas gérer le deuxième. Sans parler qu'il y a une troisième qui allait venir, et une quatrième. Et donc, quand je me suis retrouvé coincé, en fin de compte, entre des parents. J'ai du mal à les placer quelque part dans la notion de parents. Ça a bien dû se faire quelque part, mais il y a des choses qui se sont pas faites, ou très mal faites, ou faites à l'envers.
on s'est retrouvés comme ça, avec mon frère, pendant 4 ans. Brinque-ballé, lui moins que moi, parce qu'il y avait la grand-mère. Et le système était en train de chercher une solution pour nous deux. Parce que l'idée de l'assistance publique, à l'époque est devenue la DAS, c'était de nous donner une chance. Il partait du principe que si la fratrie, au moins les 2 garçons, étaient ensemble, ça serait peut-être plus facile pour eux de... Et ce qui était juste d'ailleurs. Ce qui n'a pas été le cas pour mes 2 sœurs, elles auraient été séparées toutes les 2. Mais adoptées. Dans quelles conditions? C'est pas le sujet. Hein. Mais dur, oh oui. Ouf. Mais les filles, en ce temps-là, dans les services publics, de l'assistance publique, et pupilles de la nation, de l'État, enfin tous ces titres, le plan carrière pour toutes, c'était finir, espérer être femme de ménage chez un curé qui a pas de moyens, quoi. Moi, j'ai connu l'époque où on sortait de l'idée que il devrait déjà être bien heureux d'être en vie, celui-là. Hein, si ses parents, toi, un peu de cette époque-là, à l'idée, on doit vraiment leur donner une chance. Et j'ai vu la construction des 2 mondes qui se sont entrecroisés. C'était un peu ça la période de mon enfance, quoi. Et ça était très manifeste chez les curés, surtout, quoi. Mais avec ceux qui portent encore la soutane et puis ceux qui s'essayaient au costume, quoi. Et donc, à l'époque, le système essayait de nous trouver des nourrices. Alors, le souci, c'est qu'on était malades tous les 2, mon frère et moi. Moi, j'étais un asthmatique, puis carabiné. Et mon frère, il faisait de l'appétigo, très gros eczéma, qui générait des trous, ça demandait des soins très particuliers. Bon, bah, c'était terrible, il en avait dans le dos partout. Ah, donc, il fallait vraiment nous prendre en charge. C'était accepter, comme moi j'étais en clisas, mais s'en occuper avec les ventouses et tous les systèmes qu'on essayait de faire pour nous faire vivre, quoi. Parce que c'est ça, je pense que je remercie celles qui ont pris ce courage-là. Si on dit ces gamins malades, je vais quand même pouvoir les aider. Et il y en a une qui l'a fait. Vraiment. Même si je lui ai certainement pas été reconnaissant. Mais je crois que déjà à l'époque, déjà dès mes 6 ans, j'étais plus reconnaissant de grand chose. Mais néanmoins, je remercie Madame Mandé Yvonne, appelée ma tante, Tata Yvonne. Mais bon, comme je dis toujours, moi je crois que je l'ai jamais appelée, à vrai dire. Et qui nous a offert à moi et à mon frère 2 ans pour mon frère et 3 ans pour moi, une vie familiale à la campagne. C'est ça. On a pu, durant cette période, nous, il n'y avait pas de papa, il n'y avait pas de maman, mais il y avait un foyer, il y avait un accueil, il y avait des soins, il y avait une sécurité, il y avait du confort, puisqu'à l'époque, on manquait de rien. Matériellement, si j'avais manqué dans l'enfance, je pense qu'en termes de moyenne, avait plus de moyens que beaucoup d'autres enfants dans leur famille. Hein. Parce que le système, ce qu'il pouvait apporter, c'était ça, des solutions matérielles, financières, des trucs incitatifs pour faire des études. Mais ils arrivent à un endroit et ils vont pas bercer des enfants dans leurs bras, tu vois, je veux dire. Et puis je m'aperçois en réfléchissant avec le temps que c'est très très jeune que à un moment t'abandonnes, comment je dirais, la capacité d'apprendre par les autres. Quand tout petit, tu te sens seul, abandonné, voire même pire, trahi,
sans parler violenté. Il arrive à un moment, et que ça t'arrive plusieurs fois dans des situations qui sont un peu différentes. Moi, je crois que j'ai appris très tôt à m'organiser, comme on peut s'organiser quand on est tout petit, quoi. Et retrouver dans mes rêves, avec mon frère, ça m'a quand même, c'était un pilier quand même qui m'a permis de rester un peu droit, quoi. Trouver l'axe éducatif qui me convenait, parce que j'avais, je crois, abandonné l'idée que je puisse faire confiance. C'est même pas que je puisse faire confiance, c'est que il n'y avait pas de confiance. Non. Je pouvais sembler être confiant, mais en réalité, non. Et je crois que c'est ça que j'ai perdu très très jeune, tout petit, ma capacité à me ressourcer dans le rapport avec l'autre. Et surtout avec tes parents, quand ils sont pas là, et même pire quand ils sont là, c'est encore pire. Et là, quand je raconte l'histoire comme ça, c'est déjà... Mais pour ça, je voulais raconter l'histoire du dortoir. Mais ça a été un paquet de nuits comme ça, terrible. Je dois à mes parents des centaines de nuits de ce genre. Ces nuits de solitude, ces nuits où... on dormait épuisé. C'est grand, même un petit lit d'enfant, quand tu es tout seul dedans, dans un grand dortoir. Hein, où les toilettes, tu sais pas où c'est. Moi, je me pissais au lit tous les jours dessus. Ouais, je suis au lit tout le temps. Dans les endroits, c'est parce que je voulais pas me lever, d'autres j'avais peur, d'autres c'est parce que ça me tenait chaud. Je crois que j'ai arrêté de pisser vraiment définitivement, j'avais 12 ans. Ah ben, je suis un peu dans les confesses, hein, mais je suis un être humain comme on l'est tous. Et justement, en remontant ma voix, je vois d'autant plus ces erreurs que j'ai pu commettre moi-même. Hein. Mais quoi qu'il en soit, l'absence, c'est ce qu'il y a de pire, quoi. Parce qu'au début, il y a l'absence. Puis ensuite, la solitude. Et puis ensuite, c'est de se remettre en selle. Une fois, deux fois. Je crois qu'on a été voir une balai, il y a une année, je crois 3 ou 4 fois, quoi. Je me rappelle d'une nourrice, un couple de gens qui sont venus nous chercher à la préfecture à Tours. C'est là où se situait la DAS, à l'époque des bâtiments en bois qui n'existent plus. Mais quand on allait être transféré, on nous appelait du foyer là-haut, qui tout petit, et puis on nous amenait là. On nous mettait dans un grand couloir sur un banc. De temps en temps, les gens passaient en nous frottant les cheveux, j'avais horreur de ça. Oh, ils sont mignons, ils sont beaux. Je me sentais agressé à chaque fois, incroyable.
Et puis à un moment, bon, venez les enfants, suivez-nous. On connaissait une dame, on suivait surtout cette dame, c'est elle qui s'occupait de nous. Puis à un moment, on nous a dit, on n'a rien compris. Et puis bon, moi, je sais pas, à l'époque, je devais avoir dans les 4 ans. Bon, c'est un gosse de 4 ans qui regarde un adulte de bas en haut, donc on voit la forme un peu. Et moi, vibratoirement, tout de suite, ça m'a... J'en sais rien, mais j'avais pas envie de serrer la main à ces gens-là, quoi. Donc, je me suis un peu raidi, quoi. On peut insister. Et puis après, ben, on est parti, ils avaient une voiture. C'est pour dans les premières fois que je montais dans une voiture, quelque chose comme ça. Peut-être pas les premières fois, mais dont j'ai le souvenir en tout cas. Puis on est arrivé dans une maison. Moi, de mon point de vue, elle était verte. Mais couleur verte, celle des sauterelles vertes. Ce vert-là. Et bah, quand t'es petit à la campagne, les sauterelles vertes, quand t'es gamin, ça fait de beaux bestiaux, quoi. Hein. Donc, comme les menthes religieuses, voilà. Et quand j'arrive à la maison, c'est avec mon frère, on se tenait par la main tous les deux. Et là, je me suis durci tout de suite. J'ai commencé à vouloir monter en asthme, etc. Et puis je voulais pas vraiment rentrer, donc ils m'ont quand même forcé un peu. Pris par les bras. À un moment, je crois que j'ai pas touché seul. Et puis bon, je suis retrouvé dans une maison, autour d'une table en bois, avec des gens qui parlaient, ne comprenaient rien à ce qu'ils racontaient. Et c'est surtout que je commençais pas tout à fait à réaliser, mais un peu quand même, qu'il était question qu'on habite là, enfin que on vivait là, dans cette maison, qu'il n'y avait pas d'âme, qui était froide, avec des gens qui faisaient du bruit, qui ne comprenaient rien à ce qu'ils racontaient. Et moi qui commençais à m'étouffer, avec crise d'asthme qui venait. J'ai pas faim, on n'a pas faim. Moi je suis pas. On se retrouve dans une chambre avec mon frère, dans ses vieux lits en cuivre, avec un truc totalement inconfort. Comme si on n'avait pas été attendu, quoi. C'est un truc. Je dis ça comme ça parce que quand t'es petit, c'est pas exactement comme ça, c'est juste que là, j'étais content, quoi, d'être auprès de mon frangin. Et on s'est serrés tous les deux. J'ai quasiment pas dormi, mais si on a dormi quand même. Qui fait que le lendemain, mon frère s'est retrouvé avec le pantalon mouillé parce que je pisse au lit. Quoi. Alors évidemment, j'ai pissé dans leur lit. Mais ils avaient déjà décidé de nous ramener. Qu'on n'allait pas faire l'affaire. Ben ouais. On a été prêté pour la nuit. Ce genre d'expérience, on l'a vécu quelques fois, avec des périodes un peu plus longues. D'une semaine, quelques mois. Je dis pas que tous ces gens étaient... Mais d'un point de vue de gamin, il y a un moment, t'as besoin de certains miroirs, t'as besoin de retour, t'as besoin de sources. Et là, il n'y en a pas de source. Il n'y en a pas. Tu te la crées toi-même, sa source. Alors, un petit enfant, cet imaginaire, il n'est pas très compliqué. Même encore aujourd'hui, j'ai un imaginaire qui est vaste, très riche et en couleurs. À l'époque, c'est pareil, quand j'étais gamin, donc je suis beaucoup réfugié là-dedans. Et de l'imaginaire, il est devenu presque un peu mon instructeur. Ce qui m'a permis de croire à des choses qui étaient vraiment des chimères. Mais de croire que ça fonctionnait comme ça. Que ça voulait plutôt dire... Voilà, parce que j'étais curieux quand même de comprendre qui j'étais. Qui sont les gens gays. Ça veut dire quoi être... Voilà, j'avais cette curiosité philosophique sur la vie aussi, sur la mort. Tout ça, ouais. Je pense que d'ailleurs, pour beaucoup d'enfants, c'est un âge où ces questions-là existent. Hein. Alors c'est merveilleux quand t'es en face de toi
quelqu'un qui te respecte, qui t'aime, et puis qui peut t'aider à mieux justement organiser tes questions et pourquoi pas trouver une voie dans tout ça, plutôt que personne. À qui parler de ça? Avec mon frère, on avait des discussions ensemble, même petit. Hein. Je sais que lui, il avait la trouille du diable, ça le travaillait beaucoup. Et c'est vrai qu'à l'époque, à l'église, le diable était quand même là. Hein, il le vendait tous les jours. Hein. Quand t'es petit, et on peut chez les prêtres, dans un milieu catho. Mais moi, j'avoue que le diable, en fin de compte, je crois que j'ai pu douter physiquement de son existence lorsque j'ai vu le film. Comment que ça s'appelait ce film incroyable? Ah bah j'ai un trou de mémoire. L'histoire d'une gamine qui est revenante et puis qui fait des trucs. L'exorciste, voilà. Et je vais avoir 13 ans, 14 ans, c'est un film qui était interdit au moins de 18 ans. On était parti au foyer, du foyer à pied jusqu'à la ville, 5-6 km à faire à pied. On a fait ça en 1 heure. On avait l'habitude de marcher à l'époque. Et puis on avait décidé d'y aller à pied parce que je crois qu'on n'avait pas des mobylettes pour tout le monde. Enfin, il y avait un bazar de genre. Et puis on aimait bien la route, c'était sympa. On passait par les hauts de Montfort, Carsac, on arrivait par les hauts de Salah, la Caléda, la Palponté. On descendait plein centre. Je me souviens où il était là-bas, le cinéma. Là. Et donc on est allé voir ce film. Pouf. Bah, le film il finissait, je sais plus, vers 18 h, un truc comme ça quoi. On est sortis tous là-dedans alors. Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va. Ça. Ouais, enfin bref, on était tous un peu. On était tous chez nous. Et il y avait la route à faire. Alors, au début, ça commence à déconner entre nous, soit. On fait les signes, du bruit, la tête qui tourne. Mais en réalité, on a tous été bouleversés, tous les quatre, par le film. Et puis pas qu'un peu, quoi. Et au fur et à mesure qu'on rentrait chez le foyer, ça devenait de moins en moins cool. On essayait de se rassurer entre nous, mais on voyait bien que ça avait quand même levé en nous quelque chose qu'il va bien falloir à un moment, comment on dirait, regarder, quoi. La capacité satanique, physiologique du diable à s'exprimer par des êtres, par des gens. On foutait, quoi. Mais je me rappelle que j'ai eu du mal à m'endormir pendant quelques mois, quand même. Hein. C'est pas confiant dans mon lit. Ça m'arrivait de regarder mon armoire d'une façon particulière. Enfin bref, ça a été, je crois, la seule fois où là, je peux en parler aujourd'hui. Je suis à l'aise avec ça. Mais il a fallu l'exorciser. Hein, c'est bien ça. Hein. Donc, même encore aujourd'hui, on nous parle tous les jours de Satan. Tête de bouc, bref, dévoreur d'enfants. On nous parle de toutes ces images, toutes ces icônes qui sont puissantes, hein, qui ont une histoire et qui ont du pouvoir, bien sûr, sur les peuples, sur les consciences, sur les actions des uns et des autres. C'est certain, dans une période agitée et sombre comme la nôtre, garder sa lumière, garder, comment je dirais, la bonne capacité de pouvoir se ressourcer, comment je dirais, à ce qui t'anime, hein, oui, voilà. Et moi, je me suis aperçu que j'arrivais à me ressourcer de partout où je voyais la vie s'exprimer. Et que c'était cette présence-là, consciente en moi, vibratoirement consciente, me faisait me connecter justement en conscience à ce plan qui est ce plan multiforme
qui est ce que j'appelle la vivante vie. Parce que pour moi, la mort et la vie, c'est la même chose. Donc, mais je veux bien parler de la non-vie, par contre. Alors, on va dire la non-vie en soi, ça n'existe pas. Certes. Mais une vie qui bâtit à comment je dirais, à construire de la sérénité, on pousse ce raisonnement jusqu'au bout, à un moment, tu disparais. Donc c'est un peu cet aspect, je trouve qu'il est intéressant de l'amener en équilibre avec ce que j'appelle la vivante vie. Comment je dirais la vivante vie, c'est d'abord avant tout se reproduire à l'identique plus. T'es pareil que l'autre, mais c'est toi quand même. Donc ça fait déjà une différence. L'autre, c'est pas toi, et toi, t'es pas l'autre, même si. Enfin bref, voilà. Ce mouvement-là, on l'explique comme ça, la vie. Et on voit que tout concourt dans cette direction. Et que même pire que ça, c'est que on voit même que toute la vie est organisée autour de cette nécessité de la reproduction. Toute la vie. À la reproduction, il y a aussi l'élevage des œufs, des petits. Enfin, il y a tout ça, tout le phénomène, je dirais, de la maternité, on va dire ça comme ça. Et là, on est arrivé à une période, c'est pas nouveau d'ailleurs dans l'histoire humaine, même dans le siècle des Lumières, le fameux siècle des Lumières, bref, on est arrivé à une période où aujourd'hui, il est question de plus en plus de missionner des machines pour, comment je dirais, pour régler nos besoins de plus en plus, et que on va certainement plus mesurer les humains en fonction des machines plutôt que les machines en fonction des humains. Et on va un peu dans cette direction-là. Et la particularité des machines, c'est que elles ne savent pas se reproduire. C'est-à-dire qu'elles peuvent se refabriquer. Et encore, aujourd'hui, on peut dire que même sur un plan large, en imaginant qu'une seule machine posséderait cette conscience-là, oui, elle sait se reproduire. Puisque les machines d'aujourd'hui sont fabriquées par les machines. La main de l'homme intervient très très peu, ou même pas du tout, vu la finesse du travaux, enfin bref. Donc oui, ces machines se reproduisent. Alors, elles n'ont pas encore, comment je dirais, la nécessité de la reproduction. Donc il y a peut-être des programmes qui l'expriment. Mais oui. Et nous, les hommes, de l'autre côté, justement, nous, on peut se reproduire. Mais en se mesurant aux machines, on ne peut plus. On ne peut plus se mesurer de la même manière. Et on voit bien que le système a choisi la mesure des machines. Pas la nôtre. Et donc, gentiment, demandez d'aller vous faire reproduire ailleurs. Et c'est un peu comme ça que va ce monde. Faire obstacle, le plus possible, à la reproduction, de manière que celle-ci soit totalement encadrée. Et il y en a même qui vont plus loin que ça, qui pensent que d'ici peu de temps, l'homme aura trouvé les quelques semaines qui manquent encore dans l'incubation complète d'un fœtus pour que celui-ci soit vivant. On sait jusqu'à en prématuré, je crois qu'on doit arriver à 5 mois peut-être, 5 mois et demi, quelque chose comme ça, et arriver à les garder vivants. Et dans l'autre sens, on doit arriver dans les in vitro à amener des fœtus à se développer
Je crois qu'on est à du 12, 16 semaines ou 20 semaines. Ça va loin déjà. Donc, il leur manque plus grand-chose pour... et ils ont l'espoir d'y arriver, quoi. C'est-à-dire de se dire qu'on n'a plus besoin de la capacité reproductrice de l'homme, puisque l'homme est capable de reproduire par des machines cette capacité-là. C'est le monde qu'on nous promet. Alors je sais que moi je ne ferai pas partie de la liste. C'est évident qu'il n'y a pas un petit fauteuil où il y a remarqué mon profil social comme étant une classe partenant. Je pense, on l'a vu au Covid, on voit les lois qui s'accélèrent sur l'euthanasie et on voit de plus en plus que les lois sont... On pensait au début que c'est toi qui décide. Ben non, aujourd'hui, il y a des lois qui permettent à un collège à 3 médecins d'estimer que l'euthanasie, c'est la meilleure solution pour toi, parce que ton risque létal, tout ça, c'est eux qui décident ton risque létal et tout. Et arrivé à un tel point que essayer de se conserver en vie, ça serait plus que de l'acharnement. Pas un baratin de ce genre, quoi. Ouais, c'est ça. Hein. Donc si demain matin, je passe devant ce collège d'experts qui ont reçu mission de, comment je dirais, d'élargir le curseur. Mais non, ça fait pas mal, vous inquiétez pas. Et regardez, vous allez me... C'est parti. Comme ça se passe. Hein. Et en toi, dans ta tête. Un peu comme les solitudes que j'avais quand j'étais gosse. Hein, c'est... Ces espaces où la couleur a du mal à se montrer. Ouais. C'est marrant que je finisse un petit peu sur ça, sur l'euthanasie. Et que j'ai démarré cette vidéo par l'abandon, la trahison. C'est un drôle de chemin. Un chemin qui frôle la mort, mais un chemin qui aimerait bien que la mort reste à sa place pour se caler. Et qu'elle ne soit pas organisée par les humains. Parce que de quelle mort on parle, et la mort est mort. Hein. Moi, je viens de voir mes beaux-parents partir. Je pense que leur fin de vie a été belle. La famille et les soignants se sont très bien occupés d'eux. On n'était pas dans encore la précipitation sociale comme aujourd'hui. Encore je parle de ça il n'y a pas longtemps d'ailleurs. C'était juste après la Covid. Oui, c'est ça. Je voulais pas dramatiser spécialement l'expérience de ce petit Laurent à l'époque, hein, qui découvrait seul le monde. Hein. En tout cas, ces moments-là
J'en ai quelques-uns qui sont profondément gravés en moi. À l'époque, pour m'endormir, c'était comme ça. Je tournais la tête comme ça. Très fort. Ça pouvait durer. Même des fois, il y a des gens qui sont intervenus qui arrêtent de tourner la tête comme ça. En quoi ça pouvait les faire chier? Moi, ça me balançait. Mais en même temps, en y réfléchissant, vu d'en haut, sûrement que le gamin, il ressemblait à un dingo, quoi. Ben oui. Oui, c'est un dingo. C'est moi. Bien sûr. C'est pas facile de sortir sans l'esprit et de cœur dans le bois dans lequel mes premiers pas de ma vie, je fus plongé, quoi. J'ai jamais trop osé parler de ces temps-là. Si loin. J'ai tellement voulu toujours dire que c'était facile, c'était beau. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Ça a été souvent effroyable. Vous savez, l'effroi, c'est pas la peur, l'effroi, ça vous coupe en deux, ça vous tétanise dans le cœur. C'est le besoin d'aimer, ce besoin repoussé, mal servi, qui se retourne, qui s'essouffle, qui s'épuise, qui comprend pas. Après, qui se questionne, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire bien? Être bon à l'école. J'ai été bon à l'école. Mais c'était pas bien quand même, parce que j'étais trop agité. On me reprochait beaucoup de choses. Ah oui, oui, il y avait des heureux moments. Quand on est tout petit, on dit qu'on oublie vite. Mais c'est pas vrai. Hein. C'est à force que les choses se répètent, ça fait un chemin, quoi. À force qu'on vous trahisse, qu'on vous mente. Il y a une voie qui s'installe, il y a une direction. Et cette direction que j'ai vue, c'était tout seul. Avec, mais tout seul. Voilà. J'avais besoin d'être avec pour être seul. C'est ça le truc. J'aime bien dire comme ça, bon, c'est la première fois que j'ai dormi tout seul dans une chambre, avec un lit, j'avais 23 ans. La première fois où j'ai eu un frigidaire, où j'ai eu le droit d'ouvrir la porte, avec ce qu'il y avait dedans, c'est à moi, quoi. J'avais aussi 23 ans. Juste pour dire que le collectif, c'est mon enfance, c'est ma jeune vie d'homme, même ma vie de jeune homme.
puisqu'avec l'armée et les déboires, ça m'a pris quelques années de plus. Et la particularité du collectif, c'est une fois que tu en connais les règles, le collectif t'éduque pas, à vrai dire. Il te renvoie l'image de lui-même, de ce collectif, justement, mais il n'y a pas vraiment de réponse individuelle. Quand tu vis en collectivité, il n'y a pas de réponse individuelle. Il n'y en a pas. Et donc, ça peut être des fois par les copains, bien sûr, certains, pas d'autres, mais et les événements de la vie qui font que des choses arrivent, mais les leçons qu'on doit en tirer, l'expérience qu'on a vécue, à part les trucs de curé où on avait tendance à pas en rire, c'était nos lois à nous, mes lois. Comment aurais-je pu avoir les lois de qui? Celles de l'église, ça va, on avait compris l'arnaque. Donc on s'est passé à autre chose. Et puis on n'était quand même pas non plus des criminels, mais on aurait très bien pu le devenir, les circonstances de l'histoire, mais on était... ouais, c'est ça. On s'autorisait pas mal de choses, voilà. C'est ça. Mais passez pas le temps qu'à ça. Hein. Moi, j'ai passé une grande partie de ma jeunesse au foyer à faire de la peinture et de la mosaïque. J'ai peint des grandes fresques dans les pièces, à l'église. J'ai fait des mosaïques. Je jouais de la guitare à l'époque. Après, je jouais de pas mal d'instruments, d'ailleurs de la sitar aussi. Ouais, voilà, on était vivants. On faisait du vélo, la motocross. Bah ouais, des gosses très vivants. Physique, très physique. Une très bonne condition physique malgré mon asthme. Euh, quand je n'étais pas en crise, j'y arrivais, hein, c'est ça. Et puis j'hésitais pas à essayer. Et on avait tendance effectivement à être un peu borderline, un petit peu avec les lois, celles qu'on pouvait reconnaître, quoi. Voilà, faut pas tuer, faut pas voler, bon, voilà, on a tué personne. On n'a pas l'intention de le faire, et voler, ben, hein, pas pris, pas vu, pas vu, pas pris. Il y a un peu de ça, hein, mais bon. Un jour, on a eu l'idée de vendre des pigeons dans le foyer. On avait tué les pigeons, on avait cuire tout le bazar, puis on avait proposé, enfin un truc à la con. C'est surtout parce que moi j'avais beaucoup de carabines quand j'étais enfant. J'en avais 5. J'aimais les armes. C'est vrai qu'on me les a rendues. Après, moi, été confisquées. Mes carabines, on me les a rendues à 18 ans quand le foyer m'a foutu dehors. J'avais, je crois, une 14 mm avec une longue cartouche, je sais plus comment. J'avais une 22, une 9, une 12 aussi. Hein. J'avais aussi une 4-5, une Diana. Ouais, j'adorais les armes quand j'étais gamin. Ouais. On faisait du tir au pigeon, on allait tirer les rats, on avait une grosse décharge du foyer, c'est du foyer, un peu plus loin, dans le bois, un grand trou, là. Et on est le soir à la lampe et on tirait les rats, quoi. On en tuait, puis des gros, hein. Oui, oui c'est mon enfance, ça. C'est, quand on la regarde aux enfants d'aujourd'hui, ça a bien changé, hein. C'est pas la même rusticité, voilà, c'est ça, quoi. Je crois qu'on était hommes plutôt que les jeunes d'aujourd'hui. Moi, je vois ceux qui étaient apprentis, 14 ans apprentis, 16 ans j'étais ouvrier, leur comportement gonflé. Ils avaient souvent, même si les foyers les gardaient des fois jusqu'à 21 ans, parce qu'à l'époque c'était 21 ans, ils avaient une chambre en ville, une clé, dès qu'ils avaient 16 ans, 17 ans. Et
Puis hop, 17, 18, c'était autonome, quoi. Et tout le monde était... C'était la voie honorable de la sortie du foyer, en général, c'était ça, quoi. C'était un CAP, un brevet de professionnel, en fin de compte, à travers un apprentissage, ou éventuellement, pour ceux... Les BEP, c'est mieux un peu après, ça. Hein, c'est comme ça que... Je suis arrivé au foyer, c'était comme ça, la voie. Hein, puis bon, la DAS a dit non, eux, ils vont à l'école. Hein, ils sont bons, ils vont aller à l'école. Et le foyer a très bien accueilli ça. Ils étaient contents tout d'un coup d'avoir parmi eux quelques gamins, on était 3 en tout, avoir des visées de baccalauréat. Et donc, j'ai l'impression que le foyer a changé sa politique au niveau des gosses et a commencé à envoyer plus de monde au collège où on allait nous, que de les garder à l'école, parce que le foyer lui-même, c'était une école aussi. Hein, les prêtres oblats, les pères oblats, leur mission, c'était des curés, comment on dit ça, qui étaient en Afrique pour porter la bonne parole. Hein, c'est pas détendre. Et donc, ils avaient, en fin de compte, effectivement, ils savaient maintenir des gamins pour leur apprendre, pour les discipliner. Ils savaient gérer ça, quoi. Donc, c'était chez eux qu'on habitait, en fin de compte. Et dans leur école, presque tous les gamins du foyer allaient là. Et au foyer de Rochebois, donc les gosses qui étaient là, en général, c'était pas des gosses comme nous abandonnés, moi et mon frère, mais et un autre qui s'appelait Mohamed Kab, non, c'était pas abandonné, ses parents, c'est Ramon, je crois, hein, je m'en rappelle plus. Et ils avaient leurs parents en général, mais c'est il y avait des difficultés dans la famille, bon bref, soit d'alcoolisme, soit d'argent, soit de, j'en sais rien, trop de gosses, je ne sais pas, mais en général, aux vacances, ils repartaient dans leur famille, quoi. Et ce qui fait qu'au foyer, pendant les vacances, il y a un été, mais nous on travaillait aussi, mais même quand je rentrais le soir, parce qu'on avait des mobilettes, et puis je me rappelle d'un week-end au foyer, on avait l'immense château, on devait être 4. On devait être 4, et puis il y avait, je crois, un curé de service, en cuisine il n'y avait personne, la piscine là-haut, il faisait beau, c'est un bel été au mois d'août. J'étais sur la terrasse qui surplombait toute la Dordogne. C'était beau l'endroit, vraiment beau, quoi. Vraiment un bel endroit, je crois que j'ai vraiment aimé. D'ailleurs, on a respecté tout. À 30 km alentour, on connaissait toutes les grottes, les cavernes, les arbres, tous les trucs, quoi. Puis la Dordogne, c'est une très belle rivière, l'eau est douce, en plus l'été. Là où on allait, quand j'avais 12-13 ans, il y avait une plage pas loin du foyer, au bord de la Dordogne, quoi. Il s'appelait Codon, ça existe toujours, je suis retourné d'ailleurs. Et c'était un truc tout nouveau, et il y avait les touristes hollandais qui commençaient à arriver en France. C'est le début du tourisme, en fin de compte, hein, en France. Et les premiers qui sont arrivés, surtout, c'est les Hollandais, hein, dans cette région Dordogne. Et, et là, il y avait des campings, il y avait des Hollandais, des Allemandes. Hein. Et ça crée une ambiance, c'est sûr. Et nous, les petits au foyer, nous, on habitait... Habitez où? Tu vois le château, là-haut? C'est là-bas où on habite, ça. Ouais, ce qu'on disait, puis on était fiers, hein, tu m'étonnes. Ah bon, vous habitez là-haut? Bah ouais, c'est notre maison. Après, on expliquait de toi, mais quand même. Waouh, wow, on peut voir, on peut visiter. Ben, on sait, là. C'est privé, quoi. On peut pas comme ça. Mais, et un jour, on a réussi à organiser. Bah ouais, je me laisse aller. C'était qui déjà les ducs de service? Oh, c'était le frère au directeur, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, le Pierre. Pierre, il s'appelait. Et je vais le voir, je lui dis, c'était un prêtre, donc père, Pierre. Voilà. Père, voilà, on a, du Mohamed et moi, là, on a quelques, deux, trois amis qui aimeraient bien voir un peu comment on vit ici. Et puis si on peut aussi leur faire profiter de la piscine, enfin bref. Écoutez, à partir du moment où vous ne faites pas n'importe quoi, hein, vous pouvez les emmener, il n'y a pas de problème. Ce que je demande par contre, c'est
À 18h, hop, tout le monde est reparti. D'accord? Ben, j'ai dit ok. Puis on a fait ça 2 jours. Ça a été fun, quoi. Je me rappelle, moi, à la piscine, là-haut, avec ma copine, une Hollandaise avec qui j'avais essayé de tenter de sauver la vie. La première fois que je l'ai vue, parce qu'elle était prise dans un courant, dans un bras de la Dordogne, et il me semblait qu'elle était en difficulté. Je me suis jeté à l'eau pour aller la chercher. Du coup, elle a réussi à se sortir toute seule. Moi, j'ai failli prendre le bouillon. J'ai battu dur. En plus, j'avais pas vu qu'il y avait autant de cailloux, quoi. Du coup, c'est elle qui m'a sorti de l'eau, quoi. En me disant en hollandais, comprenez que dalle, quoi, que j'étais oh mon prince, mon sauveur, et elle me prend. Je me rappelle toujours. Ah, du haut de mes 13 ans, 12-13 ans, quoi. Elle en avait 18. Elle s'appelait Annemiek Huizenbroek. J'ai pas oublié, quoi. Une grande blonde, un peu forte, quoi. Mais avec un gros accent, évidemment, hollandais. Et puis, oh, une grande mur, et elle me prend, met la tête contre ses seins, quoi. Et elle me fait un smack sur la tête, en me remerciant divinement. Et là, j'avoue que ça m'a un peu bouffe. Ça m'a amené ailleurs. J'ai aimé l'instant, voilà. J'ai trouvé l'instant délicieux. La preuve, c'est que j'en ai gardé la mémoire quasiment 50 ans plus tard, quoi. Et d'ailleurs, j'ai eu la curiosité un jour de taper son nom sur Internet, et les personnes que j'ai trouvées, ça semble correspondre, quoi. Non, c'est marrant, ouais, elle serait toujours... On vit une aventure, il n'y a rien eu de particulier qui soit passé entre nous, hein. Si c'était ça, quand même. Voilà, c'était encore... ouais, on a mieux que je parle de ce genre d'histoire dans ces enfances difficiles que la difficulté même des histoires, mais dans ces environnements-là qui sont un peu l'exubérance de la jeunesse, je dirais là. On a été quand même très physique, je veux dire. La Dordogne traversait ça à la nage, aller-retour, enfin moi, c'était rien, quoi. Et pour moi, c'était l'âge où je commençais. J'avais un peu la cote avec les filles, je les voyais bien au collège. Elles m'aimaient bien. Il y en avait beaucoup d'ailleurs, hein. Et j'aimais bien être aimé par les filles. Elles ne comprenaient pas grand-chose à ce qui se passait. Mais, et je disais quand j'étais petit, je disais, ouais, je trouve qu'elles sentent bon et elles sont jolies. Voilà. C'est ça que je trouvais. Mais voilà. Et donc, je commençais c'est l'âge, quoi, à regarder ça d'un peu plus près. Et je suis dans un foyer de garçons, et évidemment, tous ceux qui ont mon âge, à peu près, se retrouvent dans la même situation. Peut-être pas avec les mêmes envies, les mêmes moyens, les mêmes volontés, mais se retrouvent dans la même physiologie, hein. La possibilité de faire les cartes de France, comme on disait. Et ce qui au foyer à l'époque était puni. C'est-à-dire que le surveillant de nuit, le prêtre ou l'éducateur, ça dépend, lorsqu'il faisait sa ronde, s'il chopait un gamin en train de se masturber, il était puni, mais on avait arrêté les punitions corporelles. Mais c'était quoi la punition à l'époque, hein? Je me rappelle plus trop ce que c'était. Je crois que c'est de laver ses draps cul nu dans le lavabo. Ouais, un machin comme ça, un peu un truc comme ça, bien faire les curés pour humilier un peu. Mais il est arrivé à un moment où il y a des éducateurs qui, eux, s'occupaient pas de ça. Et, et effectivement, il y avait un peu de masturbation dans les dortoirs. Ah, c'est évident. Il y a des éducs qui trouvaient ça normal. De toute façon, c'était encore chez les petits. Et dès que tu arrivais à 13-14 ans, après tu étais mis dans les dortoirs de chambre de 4. C'est déjà un peu différent. Peut-être toi que c'est le plus intense, mais c'est peut-être là, c'est différent, quoi. Donc, je me rappelle de ça aussi. Interdit de se masturber. Alors, il y avait même les curés les plus catéchistes. Eux, ils parlaient du diable, direct. Que c'était tenté, c'était le diable qui te tentait, enfin, des trucs un peu. C'est pas encourageant, quoi.
je suis obligé de dire que c'est vrai que j'ai aimé un peu ma vie d'adolescent. Parce que d'abord, j'étais adolescent. J'avais pas mal au dos, bien. Voilà, j'avais des soucis physiques, c'est vrai. Des grosses crises d'asthme, encore, à l'époque, j'ai ça. Et donc les traitements qu'elle avait avec, les stages à la Bourbou, les centres spécialisés. Ils m'ont traité, ils ont vraiment. Le système a tout fait pour me soigner. Hein. Les dernières techniques, il n'y avait pas de limite, à part l'irraisonnable bien sûr, mais et c'était nouveau ça, ces approches-là. Il y avait des budgets énormes qui sont arrivés. Et voilà, il s'agissait de donner une chance aux gosses. Nous, on a eu la chance, mon frère et moi, d'être remarqués très petits. On était encore petits, mais par une dame qui s'appelait, je crois, Madame Mainfray ou quelque chose comme ça, et qui est devenue plus tard la directrice même de ces services, et qui a fait ce qu'il fallait pour nous suivre. Qui a toujours veillé qu'on soit en bonne santé, bien habillé, qu'on ait les bonnes écoles, voilà, ouais. Et bien sûr les bonnes nourrices. Et il y avait ma grand-mère maternelle, entre autres. Oui, parce que c'était encore mon lien, le seul lien familial que j'avais. Mémé Robin, avec son fils, tonton Robert. J'aimais bien mon oncle. Il était atteint de Parkinson. Mais pas qu'un peu. Hein. Ça va, Pas allumer la cigarette. C'était ça, Robert. Et il pilotait sa mobilette. Hein, pour aller. Il avait un boulot, hein. Il était gardien dans plusieurs tours. Il faisait gardiennage, d'entretien, je crois. Dans le site universitaire de Gramont, là-haut. Robert. Ouais, il était un peu, comment je dirais, bon. Ouais, il était gentil avec moi. Mes sœurs m'ont dit autre chose. Ce qui me surprend pas d'ailleurs aujourd'hui, mais sur l'époque, j'aurais été loin d'imaginer que mes sœurs, elles ont fait une fois de la mobilette avec lui, pas deux. Hein. Ouais. Tu comprends. Et on leur dit que c'est leur oncle. Déjà que le gars est pas beau, hein, il est tout difforme. Puis il tripote. Ça n'a pas dû être facile pour une frangine, ça aussi. Hein. C'est qu'on en a quand même bouffé de la merde. Et pas qu'un peu, hein. Alors, on m'a dit tout le temps, oui, bah oui, bien sûr, mais bon, il y en a beaucoup, il n'y a pas que toi. C'est pas le contraire, c'est même pas une question de. C'est juste qu'à un moment, ça doit se libérer, ça. On ne peut pas rester sur l'idée idéaliste, quoi, de. Comment je dirais. D'une jeunesse dorée. Non. Alors, dans un monde qui était en plus en pleine transmutation, on est dans les années 70. Il y a toute une modernité qui s'installe, une accélération. Les affres de la guerre commencent à se faire moins sentir chez les gens. On parle de la guerre d'Algérie. C'était un gros événement pour la France. Et l'Algérie, bien sûr. On parle d'1 million de morts. 1 million de morts. Rigolez pas, là. Puis on est passé tranquillement à travers tout ça. À travers ces époques, ceux qui ont mon âge le savent. Et au fur et à mesure de l'avancement, je m'apercevais que les adultes étaient fragiles, souvent menteurs, parfois bêtes. Moi, ce que je disais par là, c'est que je commençais à avoir des vrais jugements sur eux. Des jugements, des appréciations. Ouais. J'en étais là.
Il n'y avait pas d'intention tordue derrière, du tout. Juste que ça faisait partie à moi de ma façon de m'organiser. Et ça fera le sujet d'une autre vidéo, mais c'est quelque chose dont je me suis amusé, ouais, un peu quand même. Amuser des adultes, des éducateurs, des curés. Jouer avec eux. Bye bye, merci. 1 heure, oh là là. Si quelqu'un est resté là jusque-là, super. Peut-être que mon histoire était intéressante. Bye.